aussi à Martine Lacoste, à l'association Clémence Isor, à Elisabeth, Olivier, on a échangé pas mal pour cette journée. Donc moi je viens de Bordeaux, je travaille dans un centre hospitalier qui gère un centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie et une consultation jeunes consommateurs. Donc et une unité aussi de formation, sensibilisation, analyse de pratique. Donc j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Yann ce matin, qu'on a pour obligation, et puis c'est très important de transmettre et puis d'échanger sur ces nouvelles approches en addictologie dans lesquelles je vais voyager un petit peu ce matin. Donc voilà, je vais vous proposer un cheminement. Voilà, cheminement pour essayer de... Alors moi qui étais rassurée par... Je pensais que la loi c'était un peu précis, ben non, c'est pas plus précis. Finalement, voilà. Bon, finalement, on fait presque le même métier. Il faut quand même toujours essayer de comprendre. Donc comprendre pour agir, oui, c'est vrai quand même sur ces questions d'usage, sur ces questions d'adolescence, sur ces questions de famille, sur ces questions d'espaces sociaux, c'est important de comprendre, parce qu'en plus, ce qui est important, c'est que la compréhension peut nous aider aussi dans la pratique. C'est-à-dire qu'elle peut nous aider à créer, à inventer un petit peu des modalités de rencontre, des modalités d'échange avec les jeunes, les familles, les habitants, qui vont pouvoir tranquilliser un peu et justement essayer de changer voilà, un petit peu les choses pour qu'elles soient moins aliénantes. Alors, c'est important, j'ai quelques préalables, parce que c'est vrai qu'on peut intervenir comme ça directement, mais c'est important de comprendre en quoi c'est les addictions, la question des addictions et des jeunes voilà, doit nous préoccuper, tous autant que nous sommes. L'attention particulière sur la jeunesse et les addictions. Alors ça, vous avez dû le voir déjà, mais c'est vrai que c'est important en termes de dommages immédiats sur des addictions, en termes de conséquences sur le développement, en termes de corrélation entre la souffrance psychique, les vulnérabilités, l'addiction. On a un petit acronyme qui nous permet de repérer et qui est déjà intéressant, c'est en fait la précocité, l'intensité, la répétition et l'exclusion, l'isolement. Ça, vous voyez déjà, c'est des choses qui doivent... c'est assez simple à repérer, c'est des choses que l'on peut tous... Et vraiment, nous, alors on est dans le secteur spécialisé des addictions, donc on a... Finalement, je dirais que notre rôle à nous, il est plus facile que le vôtre. Parce que nous, quand ils viennent, à la limite, ils viennent pour ça. Donc, évidemment, c'est clair, c'est sous-entendu. On n'a même pas besoin de poser la question. Vous tous qui n'êtes pas dans un secteur spécialisé, malheureusement, voilà, c'est pas si simple que ça. C'est qu'est-ce que je fais de ce que je vois, qu'est-ce que je fais de ce que je sais, comment je fais. Je suis pas un acteur spécialisé. Est-ce que je vais pouvoir m'en occuper et donc, on a besoin de travailler ensemble. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Et bravo pour cette expérience et ce projet qui est intéressant. Ce sont des amorces de parcours de vie aussi. Donc, il faut, quand on s'occupe de l'adolescent, on mise aussi un petit peu sur après. Hein, c'est important. Tout ce qu'on va donner, on le récupérera. On le sait dans le développement de l'enfant. Tout ce qu'on donne, on le récupère aussi. C'est des conduites addictives, facteurs de risque, conséquences pour l'échec scolaire. Le FDT, il va en avoir des par beaucoup de pertes de chance. Et c'est vrai que sur les questions de difficultés sociales, insertion sociale, la question de la scolarité, je crois que c'est quand même important. Je ne sais pas s'il y a des acteurs de la scolarité. Bon. Bah oui, aujourd'hui, ils sont à l'école. Ouais, mais oui, mais on voit comment les secteurs différents aussi n'ont pas les mêmes temporalités, n'ont pas les mêmes missions, et donc ça, dès l'instant où on veut faire entrer en corrélation ou en interaction différents dispositifs, c'est déjà compliqué. Bon, enfin, vous êtes beaucoup de secteurs réunis ici. L'adolescence, pourquoi il faut s'en occuper sur les c'est le public perméable à la surenchère consumériste. Alors c'est pas Jean-Pierre Coutron qui est là, qui me contredira, puisque c'est lui qui a amené un peu ce terme de la société addictogène. Et je ferai un détour par cette place un petit peu de la promotion des usages, de la promotion des objets de consommation confrontés à la question de la place de l'objet chez tout un chacun, et notamment chez les enfants et les adolescents. Voilà, alors, on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, il en reste pas. À quelle heure on finit? 12h30? Tranquille? Ah oui, non, ça va, si tu me le laisses. Il y a,
Je vous laisse cette diapo, vous la regarderez. C'est les grandes tendances depuis 10 ans sur la question des produits et des consommations. Elle est un peu longue, je vous la laisse, vous regarderez un petit peu, mais c'est important, c'est les dernières données. Je vais plutôt intervenir sur ce qui est plus mon cœur de métier, c'est les grands changements en 10 ans, avec un impact sur la prévention et sur les soins. Depuis 10 ans, on a changé d'approche. On est sur une approche addictologique, récente et utile. Celle-là, elle est très importante. C'est une politique de santé publique, donc la politique de santé publique doit ruisseler jusque dans les esprits et les pratiques et les représentations des personnes. Cette approche, elle est très intéressante parce qu'elle met un petit peu sur le même plan, avec toutes les différences qu'on sait entre l'héroïne, le tabac, le jeu, mais quand même, au moins sur certaines choses, elle met tout sur le même plan, et comme ça, elle permet de déstigmatiser, elle permet de passer par le tabac, parce que des fois, passer par le tabac, c'est bien pour aller au cannabis, de passer par le sucre, de passer par l'alimentation, ou de passer pour aller vers d'autres, parce qu'on sait qu'il faut quand même faire preuve d'habileté relationnelle quand on travaille sur ces questions-là. Donc le concept d'addiction, il s'intéresse à la modalité de consommation, il s'intéresse au sujet et beaucoup moins à la substance. Et on a vu ce matin qu'effectivement, peut-être que la loi pourrait s'intéresser, enfin, quand elle s'intéresse au comportement, elle est aussi non seulement contraignante, mais accompagnante et aidante. Deuxième chose, c'est la réduction des risques. Alors, Yann en a beaucoup parlé, avec l'extension aux autres substances et aux addictions sans substance. Donc, on se rend compte très pratiquement que la réduction des risques, qu'est-ce que c'est ? Ça aide parce que ça crée une diversité de possibles. Et souvent, le travail, notre travail, c'est quand on a peu de possibilités, c'est frustrant, c'est violent. Et la réduction des risques offre une latitude, une diversité, même sur la question des jeux vidéo. Un petit exemple, moi je travaille avec un chercheur du labo, on a un laboratoire INSERM à côté de chez nous, c'est un geek, il est complètement... c'est un grand joueur, il aime ça, il fait tous les championnats, tout ça. Bon, voilà, c'est ça, c'est son espace tranquille. Et il m'a donné tout un tas de choses à travailler avec les jeunes sur la question de la réduction des risques. Quand on demande aux jeunes si... Est-ce que quand il joue, il est bien installé ? Est-ce que son fauteuil, sa chaise est bonne ? Est-ce qu'il met la lumière ? Est-ce qu'il pense à boire parce que son cerveau a besoin d'être hydraté et que si son cerveau est hydraté, il jouera mieux, il gagnera plus ? Vous voyez ? Eh bien, là, moi, l'autre jour, j'ai fait ça. Il m'a regardé, il m'a dit... Elle va pas très bien. Parce qu'évidemment, ils ont l'habitude qu'on leur dise c'est trop, c'est pas assez, c'est pas bien, c'est pas quand il faut. Et dès l'instant où vous ouvrez comme ça un petit peu la porte par autre chose que le risque, que le danger, que l'angoisse parentale, que l'angoisse sur l'avenir, parce que ça les angoisse les gamins aussi quoi. Donc finalement, dès qu'on en trouve un petit peu, eh bien ensuite on peut être un peu plus dans une alliance. Je prends cet exemple qui n'est pas un exemple avec des substances parce que, et vous voyez que c'est l'intérêt de l'addiction, parce que voilà, quand un jeune, on le voit pour un autre produit, pourquoi on peut lui demander la question des jeux, comment il fait, comment il se débrouille, comment il vit sa vie, comment il s'occupe, Voilà, donc ça c'est important, toujours penser. Et l'autre jour, j'étais dans les Alpes, les Hautes-Alpes, ils ont un projet un petit peu comme vous, territorial, pas vraiment sur ces questions-là. Et il y a une personne, quand on a parlé de la réduction des risques, elle me dit, mais pourquoi on ne me l'a pas dit plus tôt ? Et là, elle me disait, mais parce qu'avant les addictions, elle me disait, je pensais que c'était une affaire de soignants, qu'il fallait soigner, qu'il fallait arrêter, Maintenant, avec la réduction des risques, je me dis, finalement, je peux prendre ma part. Je peux être un peu moins flippée sur la question de l'addiction. Je peux aussi travailler avec ce jeune, avec l'infirmière, pour essayer de permettre d'évoquer les choses. Comme je serai plus détendue sur ces choses-là, je pourrais écouter. Et donc, dès l'instant où on commence à écouter, on change le regard. Dès l'instant où on change le regard, on peut repérer. Et dès l'instant où on repère, on peut intervenir. Vous voyez, ces nouvelles politiques publiques, parce que la réduction des risques aussi, on l'a vu tout à l'heure, c'est une politique publique. Ça, c'est important. On a aussi des nouvelles pratiques professionnelles qui viennent de ces deux choses, les approches expérientielles basées sur le respect de l'expérience, les approches motivationnelles. On a bien compris qu'il fallait quand même à certains moments accompagner un peu vers le changement parce que ça ne peut pas durer, on ne peut pas rester comme ça. On voit bien que si on continue comme ça ne va pas le faire, du côté de la loi, du côté de l'école, du côté de la violence. Donc, il faut quand même qu'à un moment donné, on se dise, voilà, on est là, il faut quand même qu'il y ait des choses qui bougent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus rien, mais des petites choses qui bougent. Donc toutes ces pratiques qui sont des accompagnements des usages, la question de l'aller vers aussi, ça se développe beaucoup. L'aller vers, on n'arrête pas de vouloir aller vers. Mais l'aller vers, c'est important de le coupler toujours avec le travailler ensemble. Parce que aller vers sans travailler
avec les professionnels, où sont les jeunes vers qui on va, c'est pas possible non plus. Donc, vous voyez, il faut toujours rajouter un peu. On a l'impression d'avoir trouvé le bon signifiant, l'aller vers, ça va solutionner tout. Non, non, aller vers, il faut travailler ensemble, c'est important, quoi. Ensuite, les performances du numérique, ça, il ne faut pas non plus négliger cette potentialité, cette omniprésence et omnipotence. Vous voyez, l'omnipotence, on pense tout de suite à l'enfant, omnipotente. Le numérique permet aussi tout ça. Plus de limites de temps, plus de limites d'espace, tout est accessible à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit du monde. Donc ça aussi, ça conditionne un petit peu le rapport au monde, le rapport aux autres. C'est du virtuel, mais c'est pas là, mais tout est là. Vous voyez, donc c'est troublant, ça aussi. Enfin, ce nouveau pouvoir qu'offre... alors, je ne suis pas passéiste, c'était pas mieux avant. Mais il n'empêche que, voilà, ça doit nous permettre de comprendre différemment les choses de ce qui se passe dans ce qu'on voit. L'essor du marketing, alors là, moi, j'ai une formation de publicitaire avant de faire psycho. Donc, je n'ai jamais fait de la publicité parce que je trouvais... Voilà, je suis passée sur le côté plutôt humain de soins que sur le côté manipulation du marketing. Mais évidemment, on n'est pas aidé. Enfin, moi, je dis souvent que qu'on soit soignant, éducateur, famille, etc., on n'est pas aidé par l'ambiance actuelle. Je ferai un petit détour tout à l'heure pour vous montrer un petit peu dans quelle ambiance marketing nous sommes. C'est important parce que c'est la question aussi de la responsabilité. Vous voyez, souvent, actuellement, on est sur ces questions de la faute à qui. Et souvent, on se dit, ben ouais, la faute à celui qui se démerde pas bien, quoi, à l'individu, un petit peu, avec ces nouvelles... Moi, j'aime bien la notion des compétences psychosociales. Mais attention, parce que la compétence psychosociale, c'est la question de la compétence et donc de l'incompétence. Et puis, la compétence psychosociale, elle a la même racine que la compétition. Donc, voilà, donc, les compétences psychosociales, c'est important, on le verra tout à l'heure. Mais voilà, attention, parfois que les signifiants sont porteurs de représentations et d'effets sur nos relations aux autres qui sont... Et puis, sans doute, du fait du numérique, du fait du marketing, du fait des addictions aussi, qui multiplient ces objets d'addiction et de la modernité, et la précocité de la rencontre avec ces objets et ces substances. Faut pas, moi, à la consultation jeunes consommateurs, maintenant, avec le jeu vidéo, ils arrivent, ils ont 8 ans, ils ont 9 ans, ils ont 10 ans. Voilà, donc c'est vrai que c'est précoce, c'est vrai que... Alors, la précocité, c'est important parce que le cerveau, il se construit jusqu'à tard, c'est pas... Voilà, il a besoin de temps. Et effectivement, plus précocement, il va être dans des recherches ou dans des substitutions un petit peu à la complexité, à la frustration, ou tout du moins à l'inquiétude humaine. Eh bien, si plus ces objets rapidement vont donner un peu un soulagement, eh bien, il risque d'y avoir un petit conditionnement dans cette recherche-là, et il risque de se priver peut-être de la possibilité d'être émerveillé parfois par ils sont émerveillés aussi par les jeux, mais de ce côté un petit peu aventure humaine et constitution aussi de schémas qui sont des schémas adaptatifs qui leur serviront pour après. Alors voilà les conséquences de tout ça. Les conséquences, c'est omniprésence et hyperdisponibilité des objets de gratification. Yann est parti, mais Freud avait une définition des stupéfiants. Il disait, c'est la satisfaction substitutive la plus efficace pour l'humain parce qu'elle va directement au cerveau. Voilà. Donc c'est vrai que ce qui va directement au cerveau, il n'y a pas de filtre. C'est ligne droite, directe. Toutes les autres satisfactions substitutives, ils vont quand même être beaucoup plus compliquées. Pourquoi ? Parce qu'elles passent par l'autre, parce qu'elles passent par les objets, parce qu'elles passent par l'attente, par le fait de différer, parce qu'elles passent par l'amour, par tout ça, l'amitié. C'est plus complexe. Donc voilà, un des pouvoirs des produits stupéfiants, c'est celui-là, c'est qu'ils font partie, alors ça c'est important, ils font partie des satisfactions substitutives, comme les autres. Comme toutes les autres, que l'on cherche dans l'environnement et dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres sensibles et des êtres avec finalement la condition humaine qui n'est pas toujours forcément jouissive. D'ailleurs, voilà, grandir, c'est ça aussi, c'est comprendre un peu que ça ne sera pas toujours comme on veut quand on veut. Et avec ce constat, je ne sais pas si vous avez été en présent, ou lu les enquêtes Aramis qui sont proposées par l'OFDT, qui sont des enquêtes qualitatives et non plus quantitatives, et qui, la dernière, celle de 2017, 2018, ouais, entre les deux, avait comme conclusion, je vous fais juste la conclusion, mais si vous pouvez le lire, c'est pas mal, c'est
représentation, attitude, motivation à consommer des jeunes, les substances. Ils ont regardé un peu l'alcool, tabac et cannabis. Et qu'est-ce qu'ils disent en conclusion? C'est quoi? C'est finalement un objet pour chaque moment. Presque l'alcool serait l'adjuvant de la fête, le carburant de la fête. Le tabac serait, lui, le compagnon de route du quotidien. Celui qui est dans la poche, celui qui est facile, celui qui est tout petit, celui qu'on échange, celui qui n'est pas interdit, celui qui est... Le cannabis serait le régulateur de l'humeur, un petit peu. Voilà, celui qui on prend pour faire plus, moins, enfin voilà. Et puis les écrans, moi j'ai rajouté les écrans. Je me suis dit, tiens, quelle fonction dans cet encombrement un peu de la journée? Eh bien, je me disais, les écrans, ce sont les interstices. L'entrecours, le repas, le soir, les petits moments comme ça. Voilà. Et donc finalement, on voit que oui, la question de la permanence de ces objets, elle se pose bien. Hein, il y a une permanence comme ça. Et alors, évidemment, je suis psychologue, donc de temps en temps, je vais distiller quelques petits concepts psychologiques qui sont des éléments de compréhension sur cette fonction de l'objet. En psychologie, il y a une notion qui s'appelle la permanence de l'objet. Finalement, si on veut grandir psychiquement, c'est-à-dire construire ces espaces psychiques qui vont nous protéger pour plus tard, c'est avoir la possibilité de construire mentalement des images qui nous permettent de nous débarrasser de l'objet. C'est vachement bien. C'est la première des transgressions d'ailleurs. La première des transgressions de l'enfant, c'est de comprendre qu'il va pouvoir avoir l'objet sans l'avoir. C'est-à-dire, il va l'avoir quand même. Il va l'avoir dans sa tête. C'est génial, vous vous rendez compte comment un petit concept comme ça nous fait comprendre parfois qu'est-ce qui se passe quand, justement, il y a des sujets, des adolescents qui veulent l'objet réel. Parce que c'est compliqué pour eux de se représenter les choses. Les capacités de symbolisation et de représentation ne se sont pas forcément très bien construites. Et donc, ils ont besoin de l'objet. Un petit peu, alors, je ne sais pas où il est, attendez, je vais regarder, parce que c'était bien. J'avais des belles images. Où est ma flèche? Ah merde. Je ne l'ai pas. Ah ouais. Ouais, bah alors on va... Hop. Mais ça va spoiler un peu les trucs, là. Ça va pas le faire. Là, voilà. Ah ouais, mais j'arrive pas à cliquer, c'est bizarre. Sur dessus, sur celle-là. Tu vois, j'ai pas de flèche, moi. Oh, merde. Et ouais, tu l'as là. Non, c'est pas celle-là. Ah oui, voilà, d'accord. Non, je suis passée trop vite. Oh, merde. Voilà, là, voilà. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire que grandir psychiquement, c'est passer du boulier avec lequel on compte, c'est-à-dire de la réalité, de l'objet réel dont on a besoin pour 2 plus 2 égale 4, aux grandes opérations mathématiques qui sont l'abstraction. Enfin, on n'y arrive pas, Jean-Pierre. Non, moi non plus. Moi, je suis entre les deux. Le boulier, ça va. Mais vous vous rendez compte quand même de ce qu'il faut emmagasiner, des compétences qu'il faut acquérir pour passer du besoin de l'objet réel au fait de pouvoir s'en passer et de construire les grandes opérations logico-mathématiques qui vont aussi être des magnifiques facteurs de protection parce qu'on peut se débarrasser de ce qui nous aliène un peu à l'autre dans le lien de dépendance et le construire soi-même et en profiter ensuite. Alors, il faut faire le tour dans l'autre sens maintenant. Oh là 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 là. Désolée, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ah ouais, d'accord. Ben non. Voilà, on y est. Hop là, désolé, hein, c'est dommage. Je sais pas. Donc les conséquences, voilà. Et donc permanence de l'objet, vous voyez déjà premier concept très important. Et on voit se dessiner un peu la question de ces objets qui vont être toujours là et qui vont avoir aussi cette potentialité rassurante, cette potentialité contenante, cette potentialité de substituer quelque chose qui est mal contenu et qui donc nous permet aussi d'accéder au monde de manière sécurisée. Là où la sécurité de base n'est pas là, eh bien, peut-être que ces objets d'addiction que l'on combat vont peut-être être aussi un détour sécuritaire dans une possibilité aussi de rencontrer l'autre et de rencontrer le monde de manière protégée. Parce qu'on recherche toujours, finalement, quelque chose qui nous protège. Ce sont des comportements qui se déposent partout et qui ont valeur d'expérience. Alors c'est pour ça, ils se déposent partout. La preuve, vous êtes là. Il se dépose partout, et c'est pour ça que Yann, je suis complètement d'accord avec ce qu'il évoque, qu'il faut vraiment qu'on puisse travailler avec
tous ces espaces où se déposent ces usages. Pourquoi c'est important? Parce que quand ils se déposent, on peut en faire quelque chose. C'est-à-dire, on peut accuser réception de ces éléments qu'on nous dépose. Et je dirais que le pire, parfois, dans des comportements problématiques ou addictifs ou autres, parce qu'il n'y a pas que l'addiction qui peut être problématique, beaucoup de harcèlement actuellement, et beaucoup aussi de personnes adultes pour qui je questionne le harcèlement et qui finalement, je ne connais pas le pourcentage, je ne fais pas d'études, mais dans lesquelles il y a eu beaucoup de situations d'humiliation, de harcèlement, et qui finissent généralement pas très bien. Donc le pire dans ces comportements, c'est quand finalement ils ne se déposent nulle part et ils ne sont plus adressés à personne. Dès l'instant où ces comportements sont adressés aux personnes dans des espaces, la rue, des espaces sociaux, même école, etc., eh bien, on a au moins la possibilité d'une forme de deuxième chance pour reconstruire, peut-être un petit peu, réorganiser les choses avec ces expériences qui sont, qui sont des expériences, il faut les considérer avec toute la valeur de l'expérience, dont ils apprennent beaucoup de choses et dont on a aussi, nous, beaucoup de choses à apprendre du fait que ce soit leur expérience. Donc, vous voyez, on est plutôt dans le fait de permettre d'évoquer les choses, de parler les choses, d'échanger sur ces choses, de s'organiser autour de ces comportements plutôt que de vouloir les combattre. Donc des familles, des professionnels, des institutions en recherche de solutions, d'actions, de partenariats, etc. Des jeunesses plurielles, ça aussi important. Moi je suis psychologue, donc quand même aussi voilà, l'intérêt, c'est pas que c'est que la question individuelle est intéressante. C'est-à-dire que souvent on a des groupes, on a des bandes, mais il n'empêche que tous ne sont pas dans ces groupes ou dans ces lieux pour les mêmes raisons. Il peut y avoir des raisons de personnalité très graves avec des symptomatologies, des pathologies déjà constituées, dépression, psychose ou d'autres troubles, hyperactivité, des choses comme ça, qui peuvent être balayées un petit peu par cet aspect comme ça d'uniformité d'un groupe ou d'un quartier ou des choses comme ça. Ne jamais les oublier dans tous ces fonctionnements collectifs. L'approche interindividuelle est quand même assez intéressante et nous permet aussi justement de diversifier un petit peu nos regards et puis de s'entourer d'autres professions, d'autres secteurs, que ce soit la santé mentale ou tout ça. À certains moments, il est important de bien différencier ces usages et de les différencier précocement. Il y a tout un tas de recherches maintenant sur les signes précurseurs et prodromiques des pathologies ultérieures où on peut jouer. Et l'intérêt des addictions, un autre, alors vous allez me dire, finalement, on ne comprend pas pourquoi tout le monde ne le fait pas, c'est que parfois, ils arrivent aux soins par les addictions. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui ont galéré, ils se sont fait virer de plein d'établissements. Ils ont changé d'activité sportive. Ils sont complètement éclatés. Il n'y a rien qui fait continuité. Il n'y a rien qui fait alternance père, mère, grands-parents. Le bazar total. On trouve une boulette de shit dans la poche et ils arrivent à la consultation jeune consommateur. Des fois, je me dis, heureusement qu'il y a eu ça pour qu'ils accèdent aux soins. Donc, il faut jamais... Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est très bien, parfois, que les addictions, ne jamais oublier que certains jeunes n'ont pas eu une seule consultation, ou pas consultation forcément, mais rencontre avec quelqu'un qui se demande ce qui leur arrive, avec tous les efforts qu'ils font pour qu'on les aide, et qu'il faut qu'ils fument pour... voilà. Donc. Alors, la moindre des choses, je dirais, voilà, ça nous convoque, hein, comme dirait l'autre. Ça nous oblige. Ne pas laisser tous ces objets inanimés, ces espèces de substituts, devenir seuls hyper accessibles à n'importe quel prix, dans un illimité absolu qu'on voudrait bien nous proposer, mais de nous rendre, je dirais, disponibles. Il me semble qu'il y a un écart actuellement un petit peu dans cette hyper disponibilité de toutes ces substances. On le voit, dernier article, j'ai lu un article de Philippe Maurice. Le titre, c'était « Si vous fumez, arrêtez ». Pourquoi ? Parce qu'ils veulent vendre leurs produits du tabac. Ils ont bien compris que la cigarette, c'était plus funky, c'était moins à la mode. Et donc, maintenant, ils veulent vendre les produits du tabac. Donc, ce que disait Yann tout à l'heure, c'est déjà un petit peu fini. C'est pas s'accrocher à la vente de tabac et de cigarettes, c'est s'accrocher à vendre des produits de tabac, dont le vapotage, le truc à fumer, les puffs, dont on parle beaucoup maintenant. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire cette disponibilité qui fait qu'il y a un décalage. Moi, je trouve qu'on est moins disponible, les adultes, les institutions, la société, à ces questions-là. Et on est là pour rééquilibrer un petit peu les choses. C'est-à-dire être autant décomplexé que ces propositions que l'on fait aussi.
Alors avec une réelle intention de soutien, à la fois de l'expérience et du changement. Vous voyez, on va être sur ces deux axes comme ça, là, c'est-à-dire soutenir l'expérience, aider à changer, mais parfois, c'est pas possible, donc on soutient l'expérience, voyez. Mais combien de temps est-ce qu'on est protégé par les décrets pour soutenir l'expérience? Parce que c'est pas le moment encore de changer. Et qui va être le mieux placé pour le faire? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les pairs, les groupes? Est-ce que c'est les professionnels? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'interdiction? Est-ce que c'est parfois les contentions extérieures qui malheureusement arrivent parfois? Les murs, hein, des fois, et c'est ça qui peut protéger aussi. Vous voyez, ça c'est important. Et alors, déjà, vous voyez, le tableau est posé. Et maintenant, on va parler de la construction psychique. Un petit peu, on en a déjà parlé. Hein. Donc, vous voyez, alors, j'ai un peu régressé pour faire cet exposé. Je suis allée dans les confins de l'enfance, dans les confins de comment ça se passe chez le bébé, tout ça. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à en sortir. Vous me direz si ce que j'en ai sorti permet un peu d'élaborer, de penser un peu les choses et de ce qui finalement est le propre du développement de l'être humain, hein, de pouvoir penser. Et puis, c'est notre souci ici aussi. Alors, avant toute chose, alors ça c'est Freud aussi, ça fait 2 fois que je cite Freud, c'est plus souvent hein, qu'on cite Freud, mais bon. Mais quand même, c'est bien. Nous avons affaire à des sujets encore immatures, qui s'attardent à certains stades, même fâcheux de développement, et peut-on leur dénier ce droit? Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on doit aussi avoir, c'est-à-dire que, malheureusement, le temps psychique et le temps social n'est pas forcément en accord. Hein. Le corps psychique et le corps de la loi n'est pas forcément en accord. Et le corps de la loi ne prendra pas forcément la même forme que tous les corps individuels et tout ça. Donc il va bien falloir faire avec l'individuel, le collectif, c'est le boulot qu'on a à faire. Et quand ça ne se passe pas bien, eh bien c'est à nous qu'est dévolu le rôle de nous en occuper. Voilà. On pourrait s'arrêter là et discuter. Mais bon. Peut-on leur dénier ce droit? Vous voyez, il pose ça comme un droit. On était sur la question de la loi ce matin, mais je crois que la loi aussi, c'est ça. La loi, c'est la loi interindividuelle, c'est la loi de chacun qui, peut-être, a le droit. Je pense que l'égalité des chances par rapport à la loi, c'est peut-être que les inégalités individuelles par rapport à la loi ne viennent pas poser les choses en termes de « c'est un délinquant, c'est un malade ». C'est ça aussi, c'est-à-dire on doit repérer toutes ces inégalités, on verra tout à l'heure par rapport à la loi, qui font qu'on est là aussi pour améliorer un petit peu ces conclusions qui sont faites et ces traductions qui sont faites, ces diagnostics qui sont faits ou voilà, qui sont faits de ce que l'on perçoit dans le monde. Voilà donc, il s'attarde à des stades. Alors évidemment, on ne va pas dire, oui, je m'attarde à un stade. Ok, tu t'attardes à un stade. Il ne va pas dire, stop, le temps, arrête-toi, j'ai encore besoin d'un petit peu de temps, vous voyez, je déconne, là, je suis absent, je ne vais plus à l'école. Si le temps s'arrêtait, ça serait bien, parce qu'on pourrait prendre le temps on pourrait arrêter la machine. Des fois, arrêter la machine, c'est une métaphore intéressante avec les adolescents, avec les jeunes qui sont explosés, qui explosent toutes les règles, toutes les institutions. Ben non, on ne peut pas. Donc il faut bien que les choses continuent, que l'adaptation se fasse, malgré tout, mais vous comprenez bien à quel prix. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même grandir avec toutes ces failles et toutes ces impossibilités du moment qui n'ont pas pu être traitées, structurées et liées à quelque chose de constructif. Donc, voilà. C'est une phrase qui est extraite de son texte sur le suicide, vous voyez. Quand même, il y a des conséquences aussi sur comment on regarde ces choses-là et comment on s'en occupe aussi pour éviter. On sait quand même que, voilà, hein, chez les ados, addiction, risque routier, ce sont les premières causes de mortalité. Hein, donc, il ne faut pas les suicides et il ne faut pas les oublier non plus. Hein. Après, deuxième petite évidence, et qui va nous amener tout de suite à penser l'addiction, c'est la première chose qu'on remarque depuis la petite enfance, c'est que potentiellement nos besoins sont susceptibles de rester sans réponse. Ça, c'est le drame. C'est le drame, mais en même temps, c'est ce qui nous permet aussi de nous en sortir. C'est bien dans ce compromis-là qu'on va être obligé de construire, qu'on va aussi construire sa possibilité de rencontrer les autres et le monde. C'est l'ombre de cette possibilité de ne pas obtenir ce que nous voulons qui nous apprend à prendre des distances par rapport à nos besoins afin qu'ils deviennent des souhaits. Je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental et on voit bien que là vient se dessiner toutes
vulnérabilité et toutes les complexités de ce parcours du développement de l'être humain qui va devoir se construire, accepter ça, et parfois ne pas l'accepter, et parfois en avoir des symptomatologies gravissimes de ça. Et donc, on comprend d'emblée comment l'environnement qui va lui présenter le monde va être fondamental, important. Mais l'adolescence est aussi dynamique. On fait peu de diagnostics chez les adolescents jeunes. Pourquoi ? Parce que ça peut bouger, ça peut changer. C'est aussi pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on sait que on peut accompagner tous ces accidents de parcours un petit peu et faire en sorte que les choses se réaménagent avec parfois des failles, pas forcément réaménagées toutes, mais on espère des bonnes rencontres à la fois professionnelles, amicales, amoureuses, des études, des amis, des copains, des bandes, des adultes aussi. C'est important de se mettre dans cette liste-là. Après, voilà, certains enfants et adolescents, autre réalité, ont une façon particulièrement provocante et dérangeante de demander de l'aide. Ça, quand même, ils pourraient rectifier un peu leur façon dont ils demandent de l'aide. Cette espèce de SOS, s'ils étaient quand même normalement constitués, ils viendraient demander de l'aide. C'est vrai, c'est quand même pas compliqué, on est là. On est allé vers eux. Donc, on met tout en place, on met tout ce qu'il faut, mais non, ils ne le demandent pas clairement. Alors ça, évidemment, il faut traduire, on est des grands traducteurs des passages, des comportementalisations des adolescents, avec cette potentialité messagère de ces actes, de ces passages à l'acte, comme attente de quelque chose finalement de plus important que l'objet convoité. Moi, je pense que le vélo volé, c'est pas le vélo qui intéresse, c'est qu'est-ce que je me prouve, qu'est-ce que je suis capable de montrer et de me montrer à moi-même de cette expérience possible que j'ai peut-être ratée avant, mais qui m'est encore possible. Et comment en volant ce vélo, peut-être que je cherche, je sais pas, l'attachement, je cherche les limites, peut-être, je cherche quelque chose de contenant. Tout ce que je brûle, tout ce que je casse, c'est pas forcément ça qui est intéressant. Et ça, c'est important que le magistrat, alors je ne sais pas si on peut demander au magistrat de lui dire « Attendez, le vélo, c'est pas ça qui l'intéressait. Il n'a pas volé le vélo. Il a construit quelque chose dans son histoire avec des phénomènes subjectifs, parce que tout objet a quelque chose de subjectif. D'où l'intérêt, même dans nos rapports aux adolescents et aux jeunes, de penser toujours à cette intersubjectivité. L'être humain ne fait rien sans l'autre, dès la base. Tous les objets sont présentés par des autres, dès le début. Et on voit bien que la façon dont on présente l'objet à quelqu'un va déterminer la façon dont l'objet va être reçu, ou pas reçu, ou rejeté, ou cassé, ou jamais acquis. Donc voilà, se dire, c'est pas facile des fois. Mais c'est important de travailler avec ceux qui arrêtent aussi, pour regarder un peu d'en haut tout ça, et de se dire, ouais, ok, le vélo, c'est le vélo, mais le vélo, c'est pas que le vélo. Et c'est important de penser que le vélo, c'est pas que le vélo, parce que ça va l'aider à ce jeune. Winnicott, il dit, finalement, quand un enfant casse une tour, casse un truc, l'important, c'est que l'adulte qui le regarde lui mentionne dans son regard qu'il sait qu'il est capable de la reconstruire. Oui, c'est important, la question de la réparation. C'est pour ça que dans la loi aussi, il y a question de réparation pénale. On utilise ce mot aussi. Yann n'est plus là, mais c'est intéressant de voir aussi ces questions-là. Parce que quand l'objet est mal perdu, je dirais, quand l'objet n'a pas été construit psychiquement, mentalement, ça peut se transformer en rage destructrice de l'objet, parce qu'on n'y a pas eu accès de manière suffisamment adéquate. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'objet n'est jamais adéquat à ce que l'on veut. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Alors c'est pour ça que Winnicott, il a ce terme extraordinaire qui est que ça doit être suffisamment bon. Donc on a quand même de la marge. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller. C'est pour ça qu'il faut être là. Alors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Voilà, je vous ai mis cette petite image là qui est complètement, vous voyez, ça déménage quand même. Alors ça, c'est l'enfant, parce que l'enfant, c'est pas la bonbonnière que l'on croit. C'est aussi fait de tout un tas de mécanismes puissants. Survivre, c'est pas rien. Faut y aller. Et pour les parents et pour les enfants. Il est comme ça depuis qu'il est tout petit. C'est vrai qu'on entend souvent cette phrase comme ça. Il a toujours été comme ça. Ça s'est toujours passé comme ça. Mais justement, comment ça se passe ? Parce que
Ça s'est toujours passé comme ça. Les parents, ils disent, voilà, lui, il est là, il a toujours fait comme ça. Mais des fois, ils ne se disent pas, on a toujours fait comme ça. On est dans cette modalité-là depuis un petit moment. Donc ça sert à ça aussi d'accueillir la question des familles pour montrer que ça s'est construit, non pas pour culpabiliser les choses, mais parce que ça va redonner aux jeunes cette intersubjectivité et la possibilité de raccrocher aussi avec des autres moins menaçants et des autres qui vont pouvoir le tranquilliser aussi. Alors voilà, la loi, comment ça se passe ? La loi, c'est des commandements faits à soi-même et des commandements qui sont faits par une autorité extérieure. Voilà, on est soumis à cette dualité-là, mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que quand on arrive au monde, il y a une forme de loi symbolique, celle qui existe, qui est constitutive de tous les peuples, de toutes les cultures, de toutes celles que Lévi-Strauss appelait la loi symbolique, celle qui existe avant qu'on est là, qui n'a pas été écrite par quelqu'un, comme la loi du législateur, qui a été écrite, on a vu comment elles sont écrites, annulée, réécrite, machin. Cette loi symbolique, universelle, elle est là avant qu'on arrive, donc elle nous constitue, ce sont les grands interdits. C'est la capacité qu'a l'être humain d'ordonner, de serrer, de classer. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des hommes, il y a des femmes. Enfin, voilà. Puis tout le reste. Enfin, il y a plein de choses, mais on classe, enfin, on série. Il y a des générations. Il y a des interdits. Il y a de la vie, il y a de la mort. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui finalement arrivent, sont transmises de manière assez classique un peu partout. Ensuite, il y a comment le monde est présenté à l'enfant. Parce que c'est pas l'enfant, il n'arrive pas au monde et hop, ça marche. C'est l'enfant, il arrive au monde et on lui présente le monde. Le monde est présenté à l'enfant avec les règles du vivre ensemble, de l'éducation, de l'autorité, tout ça. C'est présenté au monde et évidemment, lui, il va... Alors, il n'est pas passif, hein, ça lui est présenté, puis il agit. L'être humain se fait en se faisant. Vous voyez, hop. C'est-à-dire qu'on se construit avec des assimilations, des accommodations, des pertes, des gains. Mais ça demande quand même de sacrées compétences pour pouvoir accepter tout ça, pour pouvoir accepter de lâcher, pour tenir autre chose, de passer d'un stade à un autre, de quitter cette espèce de fusion idéalisée au début pour arriver à la différence, pour arriver aux autres, pour arriver... C'est quand même très compliqué. Et alors ça se passe dans 90%, enfin plein de choses bien, mais évidemment ça peut se passer même pas bien. Et qu'est-ce que ça occasionne, ça ? C'est l'éducation, ce monde qui est présenté à l'enfant, il va l'intérioriser. Il va l'intérioriser psychiquement de manière plus ou moins confortable en fonction de comment lui aura été présenté le monde. Si c'est fiable, violent, agressif, carencé, trop présent, pas assez, irrégulier, pas dans la continuité, il va construire des choses en fonction de ça. Et il va intérioriser un rapport au monde extérieur qui va être qui va conditionner son futur lien aux autres, à l'espace, à l'environnement, aux lois, etc. Et sans cette loi intériorisée, la loi qui est prescrite par l'État, par l'autorité, elle va avoir du mal à s'appliquer. C'est pas possible. Donc finalement, le législateur, la seule chose qui devrait l'intéresser, c'est comment ce jeune, comment il a intériorisé ces choses. Qu'est-ce qui fait que, à ce moment-là, ma loi, qui finalement est la même pour tous, qui vient faire tiers, pourquoi elle ne marche pas là et pourquoi il y a problème, il y a débat, il n'y a même pas débat, il y a remise en question, il y a impossibilité. Donc vous voyez que c'est compliqué quand on parle de loi, c'est tout ça. Et tout ça, ça tourne, là, parce que là, c'est statique. Moi, je ne suis pas bonne en informatique, j'aurais dû les faire tourner, tout ça, venir. Vous voyez, les flèches sont dans les deux sens, c'est toujours... Alors voilà, on s'épuiserait presque à dire tout ça, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Et donc, évidemment, nous, là, pourquoi on est là ? Parce qu'on se dit, voilà, est-ce que ce qui n'a pas été intériorisé précocement, ça peut se rattraper ? Qu'est-ce qu'on peut faire après ? Est-ce qu'on peut... oui, hein, bien sûr, il y a des choses, des bonnes expériences, il y a des éléments qui sont tout à fait... que l'on peut vivre encore avec ces adolescents, avec ces familles, qui peuvent remettre un petit peu les choses. Et puis parfois, c'est compliqué, parfois il faut qu'il y ait séparation, parfois il faut qu'il y ait éloignement, mais pourquoi pas ? Si on éloigne, si on sépare, ça veut bien dire qu'on pense, voilà, je vais vite, ouais. Ah ouais. Mais c'est trop long. Enfin, c'est pas assez long. Alors, déjà, on a suffisamment de matière. Hein. Bon, ça, je vais passer. Tchouk, tchouk. Alors, bon, vous avez déjà eu un intervenant sur l'adolescence, donc il a précisé tout ça. Je pense que c'était déjà abordé. Je vais aborder maintenant l'ambiance un peu de la société et passer par une image. Voilà. Vous voyez comment l'individu rame, l'être humain rame pour donner des limites, trouver un contenant. Limiter ses pulsions, voyez, accepter un peu les côtés répressifs, tout ça. Comment
il est obligé de faire des efforts. Comment ça va se passer pas bien? Comment ça va... Eh bien, voilà ce qu'on lui propose. Ça, c'est SFR, publicité pour les portables pour les ados. Ben, voilà ce qu'on lui propose. Alors, elle est intéressante, regardez-la bien. C'est où le tout illimité à prix irrésistible? Ça veut dire ne vous limitez pas, ne résistez pas. Et surtout, devenez... Regardez le faciès. Ah oui, quoi, il faut penser le faciès. Regardez-le bien. Moi, je vois un homme préhistorique. Mais c'est un homme préhistorique. Vous voyez à quel point le marketing fait appel à la pulsion, à tout ce qu'on essaie finalement de maîtriser, de canaliser, de sublimer, de symboliser. Eh bien, hop, on vous dit non, non, pas la peine, tu vas t'emmerder si tu fais ça. Il vaut mieux que tu capitalises tous les objets de la modernité, parce qu'il a tout, lui, il a tout gardé depuis l'enfance, les doudous, les machins, les rames, les ordinateurs, les peluches, les guitares, tout ce qui fait le ski, tout ça, tout ce qui fait un petit peu, voilà, tout ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il en veut encore. C'est-à-dire l'insatiabilité, un peu, l'omniprésence de ces objets. Il en veut encore, et moi je l'entends, et il appelle encore, l'impression qu'il appelle la horde, la horde sauvage, qui va venir avec lui conquérir ces objets qui, on le sait, sont perdus d'avance. Mais le problème, c'est qu'ils ne les ont pas. Certains jeunes les ont mal perdus. Certains jeunes ont mal profité de cette possibilité exceptionnelle qu'est la pensée et le langage pour les séparer des objets. La deuxième transgression, c'est le langage. Parce que moi, le langage, il est vachement utile. Si je dis stylo, eh ben, ça me permet de le cacher. Et je dis stylo. Vous voyez, c'est-à-dire que le langage est la deuxième grande étape de la séparation avec les objets, de la symbolisation exceptionnelle qui nous permet de nous détacher des objets. Voilà. Si tu n'es plus là, je vais te penser. Donc, je vais accepter que tu t'en ailles. J'ai cette capacité de toute puissance. C'est encore de la toute puissance, ça, hein, mais c'est bien. C'est-à-dire que les enfants et les ados vont accepter encore plus de se séparer des choses, d'être frustrés, d'être contraints par la réalité, qu'ils pourront psychiquement et mentalement continuer à être en lien et continuer à avoir l'illusion ou peut-être même l'hallucination des objets qui nous est utile pour nous protéger. Et on voit bien que grandir, c'est quelque chose qui est compliqué aussi de ce côté-là et que nous tous, n'avons pas les mêmes capacités à aller mobiliser son imaginaire, mobiliser ses processus de pensée, parce qu'ils ne se sont pas construits tranquillement. Ils se sont construits dans des choses qui étaient complexes avec les autres, avec les lois, avec la violence, avec les traumatismes précoces, avec tout ça. Donc, vous voyez, c'est important parce que c'est ce qu'il faut. Le langage est important, la parole est importante. Donc on a ces possibilités d'aller solliciter encore. L'évocation des choses est importante. Les fictions que chaque personne va vous raconter seront importantes d'écouter un petit peu, parce que c'est pas la réalité. Des fois, c'est pas celle-là qui est importante. Tout comme le vélo, c'était pas le vélo qui était volé, mais la réalité de leur vie, c'est pas celle-là qui est importante. C'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils nous disent. Comment ils se définissent eux-mêmes avant d'être définis par les autres ou être définis par le social. Comment se définissent-ils eux? Quelle est leur définition et quelle est la mienne finalement? Et d'échanger peut-être sur tout ça, parce qu'ils acceptent qu'on se plante aussi, enfin, si on le reconnaît, si on leur dit, enfin, si on travaille avec eux. Donc vous voyez, cette image finalement, c'est toute la complexité actuelle. Bon, moi je l'ai trouvée très belle, elle est représentative, elle est vraiment ce qui rend notre travail un peu difficile aussi actuel. Alors, je ne veux pas dire que c'est le marketing qui rend addict, c'est pas ça. Mais évidemment, on lui va surfer sur la brillance des objets et sur le fait de les rendre encore plus attractifs et tout ça. Je sais pas. On débat ? Parce qu'après, je vous laisserai le PowerPoint si vous voulez regarder un petit peu. On a besoin d'un petit peu de temps aussi. Parce qu'avec les ados, les lectures que l'on fait et les messages qu'on va leur donner, il n'y a pas grand-chose qui marche. L'approche risque, ils s'en foutent. Déjà, en consommant, ils réduisent les risques. La réduction des risques, ils ont compris 5 sur 5. Parce qu'en consommant, ils réduisent les risques de tous les grands bouleversements adolescents, de la différence des sexes, de la différence de ce social. Ils sont encore des enfants, pas encore des adultes, de la puberté, enfin de tout ce qui se passe dont ils n'ont pas la formule, ils ne comprennent pas. Et donc, avec les substances, ils réduisent les risques. Donc, vous leur dites, voilà. D'où l'intérêt de parler réduction des risques avec eux. Ils savent 5 sur 5 ce que c'est. Ils savent mieux que nous, je pense. Voilà, donc l'approche santé, c'est pareil, l'approche santé, eux, ils veulent presque plus de santé pour être plus performants, ou parfois pour s'autoriser avec les substances à transgresser, à arriver en retard, à pas être là, à pas se réveiller le matin.
sont contents des fois de vous raconter qu'ils ont... voilà, ils sont rentrés, ils ont dormi dehors toute la nuit, ils sont aidés par les substances parfois. Il y en a, ils n'arrivent pas à se désinhiber parfois pour être un peu comme les autres. Ben, les substances parfois sont des trajets et qui leur permettent d'aller là où ils n'iraient pas vraiment. Et donc voilà, ils veulent être mieux que bien et parfois ils sont mieux que bien en passant par... D'où l'intérêt que toutes ces préventions prédictives, vous voyez, qui vont dire ne le fais pas parce que ça va être mauvais pour ta santé. Alors ça, c'est même pas la peine. Enfin, je veux dire, tout ce qui est prédictif, que ce que lui sent, eux, ce qu'ils veulent, c'est là. Voilà, ce qui va se passer ce soir, demain. Pardon. L'approche responsabilité, c'est pareil quand même. Tu grandis, tu pourrais être responsable un petit peu. Bah oui, non, au contraire, les produits, tout ça, ça leur permet de dire j'étais pas là, j'étais perché, j'étais. Ouais, c'est une forme de voilà, ce n'est pas tout à fait moi, j'étais à l'ouest, voilà, en me remettant à un produit, je me déresponsabilise aussi. Donc finalement, tous les messages qu'on pourrait utiliser, qui sont souvent utilisés dans la prévention, ça ne marche pas. Alors vous allez me dire ouais, alors. Donc, ils ont besoin de support, de points d'appui, vous l'avez vu. Parce que sans support, comme les liens se distendent à leur environnement familier, ils vont aller à l'extérieur chercher d'autres liens, ils vont chercher des supports. Encore faut-il qu'ils les trouvent, encore faut-il que ces supports-là répondent. Sinon, ils vont aller chercher des supports. On ne peut pas ne pas être supporté. Sinon, on devient insupportable. Alors, on ne peut pas être sans support. Mais malheureusement, on n'est pas les seuls à pouvoir leur servir de support. Et là, on rejoint ce qu'on va travailler cet après-midi, les supports en tout genre, c'est-à-dire la rue, les trafics, les produits, les idéologies, les croyances, les pressions diverses, le complot, les conflits intérieurs aussi. Voilà, tout ça, ça fait support aussi. Donc c'est vrai qu'il faut regarder un petit peu quel est le support que j'offre et quel poids fait le support que j'offre. Là, moi, mon espace de soins, face à tous ces supports qui existent dans certains territoires. Alors, gardez en tête plein de choses, vous le verrez, voilà. Plein de choses qui peuvent aider sur comment on se débrouille. Et tout ce que j'ai dit depuis ce matin, c'est des choses, toutes ces choses psychologiques, la permanence de l'objet, l'espèce de la différenciation, la canalisation, la symbolisation, tout ça, c'est hyper important. Et c'est ça qu'il faut aller chercher dans des espaces créatifs, dans des espaces avec des intermédiaires, des médiations. C'est très important, mais ça, je suppose que vous le mettez en place. Et toujours privilégier les triangulations pour qu'ils se sentent moins à la merci de leurs forces intérieures et des forces extérieures qu'ils rencontrent. Voilà, alors je vais finir sur une autre pub. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est un accueil inconditionnel. Si ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Winamax qui va le faire. Et ça, c'est moins bien. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est un peu... Vous voyez, qu'est-ce qu'elle dit, cette pub aussi? Elle dit quoi? Elle dit « supportez-moi, prenez-moi, je suis tout petit, j'ai besoin de quelqu'un qui soit costaud, qui me tienne, qui me soutienne. J'ai besoin aussi qu'on m'admire un peu, vous voyez, parce que j'ai besoin qu'on valide mes actes. J'ai besoin qu'on arrête de me dire que tout ce que je fais, c'est pas bien. Et alors ça, pour ça, l'école, travailler avec l'école. Travailler vraiment avec l'école. Parce que passer une scolarité de 3 ans à 17 ans en étant humilié, je vous promets que ça fait une bombe. Bah oui. Mais ça fait rien, ils seront là un jour. Mais ça fait rien. Il faut pas jeter la pierre. Faut y aller. Faut tranquillement. Faut aussi. Allez-y, vraiment. Vous pouvez pas être d'accord avec moi. Je suis d'accord avec vous. Référente de scolarité. Situation de handicap. Vous savez de quoi il retourne. Dans le quartier. De la maternelle au lycée. Et, pardon, ouais, c'est parce que je n'ai pas une voix très porte. Donc, je peux peut-être un petit peu représenter quand même, ça fait pas longtemps, l'éducation nationale, qui a ses failles, certes. Mais je peux vous dire que je parlais justement avant votre arrivée avec monsieur qui est là-haut, qui est dans un autre domaine d'action, de l'importance du langage, de la parole. Et justement, j'évoquais ce que vous avez évoqué à l'instant, quand des petits-enfants arrivent à l'école et que la maîtresse a un enfant du même âge, je donne un exemple concret, et qu'elle raconte que il faut apprendre les mots les plus simples pour nommer les choses à des enfants qui ont 2, 3, 4, 5 ans, et que ça prend du temps, et que déjà il y a un décalage qui est terrible pour différentes raisons, et que effectivement pour faire du sens,
Eh bien, il faut, vous l'avez mieux dit que moi, enfin, tout ce que vous avez dit me parle, et nous parle à nous, les enseignants, et je parle au nom de mes collègues, parce que s'il y a des humiliations, et que ce soit individuellement, nous, en tant que parents, j'ai pu observer, oui, des humiliations de professeurs vis-à-vis d'un de mes enfants, par exemple. Je connais en tant que parent, mais à côté de cela, je peux vous dire que il y a des aberrations d'enseignants, mais il y a aussi des gens qui travaillent tous les jours, d'arrache-pied. Et s'ils ne sont pas là, je vais vous dire pourquoi. C'est quel jour nous sommes ? Nous sommes, voilà, vendredi, ils sont au travail, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués, ils sont excédés. Il y a eu la Covid, il y a des classes surchargées, il y a, pas forcément en CPC1, puisqu'ils sont dédoublés sur le quartier, il y a des enfants qui vont très mal, il y a des enfants en situation de handicap. Et je peux vous dire que la profession ne va pas très bien. Vous devez le savoir. Donc, on ne peut pas incriminer les gens, que ce soit dans le social, puisque ça se rejoint. J'ai des amis éducateurs, éducatrices. Que ce soit dans l'éducation nationale, le manque de psychologues sur le terrain, vous le savez aussi. Hein, les psychologues qui font des burn-out, qui vont très mal. C'est les enseignants parfois qui accompagnent les psychologues. Donc il y a quand même des choses qui ne vont pas. Donc je prends la parole juste pour ce témoignage et je vais m'arrêter là. Donc Bien sûr, si je peux représenter, vite fait. J'espère que vous n'avez pas entendu dans mes propos. Moi, je me plaçais du côté individuel de l'enfant. C'est des humiliations répétées, c'est des choses comme ça qui sont. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le groupe et voilà, le collectif a ça de violent parfois, le groupe aussi, les institutions. Mais il n'empêche que des espaces où ces phénomènes-là peuvent aussi s'entendre, la question des émotions aussi, parce que si on n'écoute pas toutes ces émotions de l'adolescence aussi, qui fait le gros dur et qui a pas envie d'aller chercher ces émotions, elles risquent de se transformer en passion triste, voilà, un peu plutôt en colère, en discrimination, enfin en violence et tout ça. Donc voilà. Il y a d'autres. Mais voilà, je reviens moi du côté de quand on est en dialogue singulier avec une personne, avec un groupe, il y a une réalité de cette personne et de ce groupe, et on peut faire travailler avec. Il y a d'autres. Ça va ? Bon, alors donc voilà, je m'arrêtais sur cette belle image voilà, ça va être ma conclusion de se dire voilà ce qui est important, c'est de valider des choses, c'est de supporter, de porter, parce que le marketing il est intelligent, il a tout compris. Si vous regardez des pubs, vous savez que ils ont déjà anticipé sur ce qui était important, parce que eux c'est la tendance qui les intéresse et c'est que ça marche quoi. Voilà, j'ai fait un marathon. Il y a plein de choses que je voulais échanger avec vous. Alors merci beaucoup Véronique, parce qu'effectivement c'est un marathon, mais un très, très beau chemin de pensée aussi que tu as partagé avec nous. Tu as évoqué énormément de notions différentes et donné un angle en fait à ces parcours de ces jeunes et aussi une vision sur notre travail, quoi. Moi ce que je retiens, et puis un peu pour reprendre un peu ce que disait à la fin Madame, moi je crois que justement on a à créer des ponts et des passerelles entre nos différents secteurs d'activité, nos différents territoires, et que on est aujourd'hui dans cette articulation, et typiquement ce programme de prévention que soutient l'association est dans cette direction, quoi. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on trouve justement les espaces communs pour porter et tu vois, je pense à cette idée de porter, évidemment, et je repense à un jeu d'enfant qu'on avait, qui était la chaise. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu où on portait l'autre, en fait, mais il fallait se mettre à deux et s'accrocher les poignets d'une certaine manière physiquement pour pouvoir porter l'autre. Je crois qu'on l'a tous fait. C'est un peu ça, hein, ce qu'on cherche à développer pour pouvoir porter, supporter ces jeunes gens, notamment, quoi, qui sont parfois, comme tu l'expliquais, qui ont, et j'aimais bien moi aussi cette expression que tu as eue sur mal perdu. Bien sûr que grandir, c'est renoncer, passer des étapes, c'est choisir. Choisir, c'est comme me disait d'ailleurs un jour un joueur de jeux vidéo qui ne voulait pas choisir. Dans la vie, on est obligé de choisir un chemin, ce qui signifie qu'on ne fera pas l'autre. Et bien cette idée-là, ça l'embêtait énormément. Et donc, avec un jeu vidéo, on peut choisir tous les chemins.
On peut les refaire autant que fois que nécessaire et ça permet ça, quoi. Et j'aimais bien cette idée d'avoir mal perdu certains objets et comment est-ce qu'on peut venir travailler avec eux pour réparer cette mauvaise perte, quoi. C'est un peu les enjeux en fait que tu nous as soulevés ce matin. Mais je sais qu'on a peu de temps pour échanger. Je préférerais que ça soit vous dans la salle qui puissiez nous parler des situations ou des idées que vous avez. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, une interpellation pour Véronique? Vous avez faim ou vous êtes timide? Pardon. Du coup, à opérer de façon... Comment dire de façon... non, pas fluide. Bon, je trouve vraiment mon mot... bon, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, comme dit madame, je pense que... C'était... Quand je disais l'éducation nationale n'est pas là, on sait pourquoi elle n'est pas là en partie, bien sûr. Déjà, c'est encore du temps scolaire, comme vous l'avez dit, il y a les examens, etc. Il n'y a pas de souci, ce n'était pas jugeant. Mais c'est-à-dire que je pense que tous, dans nos lieux, nos endroits de travail et de mission, on est aussi acculés par ce que madame a appelé violence institutionnelle, que ça aide pas à ce maillage, en fait. Ça supporte pas, ça facilite pas. Donc, je pense que ça crée du repli aussi sur chacun ses missions. Et c'est préjudiciable hein, pour déjà les usagers qu'on accompagne, les jeunes, enfin moi en l'occurrence les jeunes. À nous aussi, professionnels, elle a dit, madame, hein, il y a beaucoup de souffrance, voilà, et à la société, du coup, en général. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Je sais, on en avait parlé aussi avant, c'était la question du temps. Moi, je vous remercie beaucoup pour ça, parce qu'effectivement, le temps du jeune, de l'enfant, de l'adolescent n'est pas le temps social, n'est pas le temps de plein d'espaces où il fabrique sa sociabilisation, on va dire. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Vous avez, c'est en filigrane, mais vous l'avez abordé quand même, la question de la parentalité aussi. Il y a beaucoup de choses on a essayé, même ici à Alba-Mainville, on avait porté un gros projet qui s'appelait le projet famille, où justement, on était en maillage. Il y avait l'espace accueil jeune qui accueillait les 11-17 ans, les collègues du centre, le pôle senior, le pôle... Mais on nous demande de ne plus travailler comme ça maintenant. Comme vous dites, maintenant, c'est tout le monde est dilué dans un grand tout. Voilà, il faut recevoir tout le monde sans justement peut-être spécifier l'intersubjectif, vraiment l'individu en lui-même. Et tout ça fait confusion même dans les politiques publiques à l'œuvre, en fait. Donc, on nous demande finalement de toucher tout le monde, de faire avec tout le monde, mais du coup, peut-être mal, parce que être un peu partout, on est aussi un peu nulle part. Voilà. Donc, tout ça, ça me parlait aussi beaucoup. Et puis sur le fait de prendre le temps de l'écoute, d'accueillir la parole, d'écouter les récits aussi, ça m'a beaucoup parlé. Et donc pour repérer plutôt aussi les endroits où ça se, quand vous disiez là où ça se pose, là où les choses se posent, effectivement. Mais c'est comment on accueille aussi cette parole, comment on l'écoute et qu'est-ce qui nous est possible d'en faire aussi derrière. Parce que je ne vous cache pas que des fois, c'est compliqué quand on doit être sur le groupe, sur l'individuel, sur laisser l'expérimentation se faire. Il faut être... je crois qu'on ne peut pas se priver de la question des moyens humains en fait, qui sont mis pour tout ce travail-là. Voilà.
Oui, c'est juste 2 secondes. Bien sûr, la question, c'est aussi que comment on peut s'aider en tant que professionnel à aussi être au courant de ce qui peut faciliter notre travail. Vous voyez, l'approche addictologique, la réduction des risques, tout ça, ça va faciliter la compréhension de certains phénomènes. Après, on ne peut pas changer le monde, on peut juste faciliter sa pratique et puis aller chercher ce qui nous est utile, à la fois avec les autres professionnels et puis dans notre compréhension des choses et ce qu'on a envie de transmettre. Donc ça, c'est important de se faciliter son travail. Après, c'est ce que vous faites ici, hein. C'est très bien. Bonjour, merci. Moi, je suis éducatrice spécialisée dans un accueil jeune aussi avec des 11-17 ans. Moi, la question, enfin la réflexion que ça m'amène tout ça, et surtout notamment à la fin où voilà, vous rapidement vous dites bon ben l'approche par la santé ça marche pas, l'approche la responsabilisation ça marche pas, bon tout ça ça marche pas. Donc reste effectivement la question première de accueillir, donc ce que vient de reprendre aussi ma collègue, la question d'accueillir la parole, quelle que soit sa façon de se poser, parce que nous, par exemple, en accueil jeune, et en tant qu'éduc en plus, on n'est pas psy, donc on a affaire à des façons de dire qui sont pas toujours ou pas tout de suite, en tout cas de l'ordre des mots. Donc c'est toute une autre forme de langage. En fait, je trouve que ce langage adolescent, en tout cas dans lequel souvent nous on est pris ou qu'on nous propose, enfin que les jeunes nous proposent, c'est un langage, si on peut l'appeler langage, en tout cas qui est beaucoup dans la question de l'intensité, dans la question de l'urgence, dans la question moi j'ai ces deux choses-là, quoi. Ils sont dans l'urgence, dans l'intensité, dans le besoin de combler, le besoin de répondre tout de suite, maintenant, à quelque chose. Et du coup, nous, on est souvent... Enfin, voilà, je trouve qu'en tant que professionnel, quels espaces on a pour ne pas se faire happer dans cette intensité, dans ce besoin du tout de suite maintenant, quand bien même on le sait dans la théorie, au quotidien, dans ce flux-là et puis ils savent en plus être quand même extrêmement insistants et où ils nous laissent pas de silence, pas d'espace, pas de... Donc voilà, comment on s'organise en tant que professionnel pour avoir des temps pour se décaler, pour penser, pour être confiant dans le fait que même si on ne répond pas tout de suite maintenant, en fait, on ne fait pas rien, et au contraire, peut-être même on fait mieux. Enfin, voilà, je sais pas, moi, ça m'évoque toutes ces questions-là. Oui, vous abordez la difficulté de faire le poids, quoi, par rapport à tout ça. C'est vrai que c'est compliqué quand on offre... Alors, vous parlez de la parole, moi... Dans la question de la parole, c'était plutôt la question de la symbolisation. Avec la parole qui permet de symboliser. Il y a une expérience sur Angoulême, là où il y a des formations au film animé. Et donc j'ai une collègue psychologue qui propose dans les actions de prévention, elle a fait travailler des graphistes et tout un tas de petites vidéos que les jeunes ont construites et qu'elle travaille avec des groupes de jeunes. Et donc ça part de choses qui ont été faites par les jeunes. Voilà. Donc je pense qu'il y a tout un tas de choses aussi qui permettent de renouer un petit peu, et des capacités psychiques qui ne passent pas forcément par la parole, parce que c'est compliqué, la parole. On voit bien que c'est compliqué. Ils en veulent pas forcément, parce qu'elle ne remplit pas sa fonction. Donc c'est sûr qu'ils vont passer plutôt par une comportementalisation, et c'est ce que permet aussi les substances, et faire l'économie aussi de la parole. Ça donne des réponses, ce qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de questions, quoi. Donc voilà, alors après, je pense que tout ça, c'est à construire avec les réalités, des partenariats possibles. C'est une création, moi j'ai rien il n'y a rien de clé en main. C'est à construire avec eux, avant tout, voilà. Je pense que c'est les premiers intéressés aussi. Mais par rapport, juste pour compléter, je pense que dans cette liste que vous aurez effectivement, par rapport à cette question de l'urgence et de l'immédiateté, et comment ne pas se laisser happer par ce flux-là, ça fait beaucoup écho à la clinique qu'on a, nous, en addictologie. Parce que nos patients, ils se présentent comme ça. Hein. C'est tout de suite là, maintenant. Exactement avec les mots que vous avez employés. Il faut combler tout de suite. Il y a du manque. C'est insistant. Et, voilà. Et moi, j'avais appris quelque chose en addicto que je retrouve un peu,
qui peut aussi faire écho, c'est il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, mais il va falloir essayer de trouver effectivement avec celui qui vient comment faire pour qu'il n'y ait pas que cette urgence elle se transforme, quoi. Et puis, comme Véronique le notait, ce qui va sans doute nous aider tous en tant que professionnels, c'est tous ces temps où on reparle de cette situation, où on a été pris dans cette urgence avec d'autres collègues. Et c'est ces décalages-là. Alors, une fois de plus, et je reprends ce que disait Nelly aussi, quoi, c'est-à-dire qu'une fois de plus, le problème, c'est est-ce qu'on nous laisse le temps dans nos institutions, dans les différentes organisations, pour avoir ces temps d'échange entre nous, d'intersubjectivité qui permettent de passer le moment et de trouver ensemble aussi des positions. Je reviens aussi sur cette notion de RDR. Moi, comment je comprends la RDR? Je la comprends comme une posture, quoi. Et j'ai bien aimé aussi la manière dont tu en parlais, c'est-à-dire quand tu disais que finalement, c'est ouvrir la porte, mais sans angoisse, la RDR. C'est ouvrir la porte sans angoisse, quoi. Voilà. Et donc, c'est vraiment des questions de plus de posture, ouais. Donc, Mehdi, éducateur en club de prévention. La question de la RDR, j'ai le sentiment qu'elle peut s'étendre même à l'accompagnement social global. C'est-à-dire que ça vient justement nous donner ce temps-là, le temps de l'usager, des personnes qu'on accompagne. Néanmoins, il me reste une question, c'est celle de comment on fait lorsqu'on est face à un jeune qui est en pleine lune de miel, que ce soit pour les questions d'addiction ou pour les questions de... Enfin voilà, pour l'instant, il est bien à sa place. Il n'a pas envie de s'inscrire sur un engagement socio-professionnel, des choses comme ça. Et voilà, souvent, on est là, on maintient le lien, on est dans la persistance, la présence. Et néanmoins, il n'y a pas d'inertie. Voilà. Donc, des fois, c'est pas simple. Inertie, immobilisme, répétition, ils vont être là-dedans. Hein. Après, la question, c'est voilà, on va pas faire. Voilà, c'est. Ah, pardon. Moi, je parle assez fort. C'est entrer aussi un petit peu dans ce que ça. Qu'est-ce qu'ils trouvent, qu'est-ce qu'ils cherchent. Enfin, je crois la réduction des risques, ça permet d'aller aussi, d'aller vers là où ils sont, même si c'est ce qu'on pense qu'ils devraient lâcher et arrêter. C'est regarder ensemble, c'est-à-dire son expérience, son expertise, un peu la vôtre, avec tout ce que vous ne savez pas là-dessus, qu'est-ce qu'il peut vous apprendre. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont possibles de faire, malgré le fait que le jeune soit attaché à cet objet qui est présent et qui le rassure, qu'il n'a pas envie de lâcher, mais sa consommation n'est pas le tout de sa personne. Vous voyez ? Je crois que c'est aussi ça, c'est la façon dont on va regarder aussi ses comportements qui vont peut-être lui permettre aussi de voir, un peu comme quand on voit l'enfant casser la tour, il faut le regarder avec la possibilité qu'il a de le reconstruire. Voilà, c'est aussi... donc je crois qu'il faut se détendre effectivement sur la question des usages, savoir que la réduction des risques, c'est pas forcément urgent. Après, il y a des moments où c'est urgent. Il y a 2 moments où c'est urgent, c'est quand il y a des risques de pathologie mentale ou des risques sur la santé, suicidaire ou autre. Là, il y a de l'urgence, oui. Après, voilà. Si je peux me permettre, je voudrais juste dire un mot par rapport à la question que vous venez de poser. Je fais le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure et avec ce qu'a dit Yann Bizio ce matin et ce que dit Véro maintenant. Il me semble qu'il y a un énorme flou dans la question des politiques publiques par rapport au terme de réduction des risques avec les mineurs. Voilà. Dans l'émission, vous avez parlé de 11-17 ans. Oui. On a posé la question à la Direction générale de la santé. Oui, jusqu'où la RDR avec les mineurs. Ils sont très mal à l'aise. On l'a posé à la mission interministérielle. Ils sont encore très mal à l'aise. Donc effectivement, au bout du bout, nous-mêmes, dans un CARUD, quand on accueille des gens qui consomment beaucoup, normalement, nous n'avons pas le droit d'accueillir des mineurs. D'accord ? Et si nous le faisons, c'est avec un protocole qu'on a inventé avec un juge des enfants, oui, qui a bien voulu s'impliquer,
et l'aide sociale, le conseil départemental. Ce que je veux dire, c'est que dans ce flou, vous y êtes le nez là. Et à la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Et effectivement, nous, en réduction des risques, on va vous dire rien. Par contre, ne pas lâcher qu'on est là et qu'on tient le lien, d'accord? Dans ce rien, il y a quelque chose. C'est pas rien faire, c'est faire rien, ce qui est pas pareil. Mais accepter de faire rien à côté d'un mineur, oui, il y a un grand autre à côté. Un grand autre à côté qui vous dit bah alors tu vas rester les bras ballants là, tu fais rien, tu vois bien que ça ne va pas. Voilà. Et donc au fond il y a cette espèce de tiraillement entre une mission que vous incarnez et dans laquelle vous sentez une responsabilité d'adulte, oui, une mission aussi qui vous est indiquée par le financeur de votre action, peut-être par des élus, parce que quand même les élus ça compte quand on est employé par une mairie, quelle qu'elle soit. Hein, là, ça n'a rien à voir avec... Bon. Donc, de fait, je pense qu'il faudra... Enfin, on a demandé très officiellement au niveau de la fédération de pouvoir ouvrir ce sujet. Mais il y a un vrai sujet. Voilà. Théoriquement, la réduction des risques avec les mineurs, c'est pas possible. Mine de rien, il faut y arriver. Il faut faire avancer cette question. Oui, parce que on perd des gamins, entre guillemets, hein, si on ne permet pas ce rien, d'être à côté et d'avoir le temps. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais vraiment, on est dans cette question, sachez-le, et je pense que l'autre apport d'Elisabeth qui dit « il est dans ces moments où on est tellement le dos au mur, extrêmement important de penser ensemble ». Voilà, penser ensemble, c'est une des pistes, et je donne... Oh là là, je vais me faire gronder. Voilà, c'est une des pistes, et je voulais le relever parce que Elisabeth a beaucoup insisté, et c'est vraiment un des apports de M Paris, si on peut être là.